définition que je vais lire depuis le groupe d'intérêt public Laurier et qui nous encourage à prendre action. Alors, qu'est-ce qu'une reconnaissance territoriale? Alors, c'est une déclaration officielle qui reconnaît la relation unique et durable qui existe entre les peuples autochtones et leurs territoires traditionnels. Et nous faisons cela parce que c'est une expression de gratitude et d'appréciation envers ceux et celles dont vous habitez le territoire et une façon d'honorer les peuples autochtones qui vivent et travaillent sur la terre depuis des temps immémoriaux. Il est important de comprendre la longue histoire qui vous a amené à résider sur le territoire et de chercher à comprendre votre place dans cette histoire. La reconnaissance territoriale n'existe pas au passé, ni dans un contexte historique. Le colonialisme est un processus actuel et continu et nous devons prendre conscience de notre participation actuelle dans ce processus. Alors, pour les personnes qui sont ici pour la première fois, ou même ou les personnes qui ont déjà assisté à plusieurs conversations de Stimulus Connect, c'est pas simplement un webinaire. C'est une opportunité pour les personnes au Canada qui sont intéressées par les sujets de la réduction des risques et de la politique en matière de drogue de se réunir, d'apprendre et de créer un réseau sur des sujets spécifiques. Alors, ce que nous efforçons de faire, c'est de fournir un espace en ligne où des connexions authentiques sont établies sur des questions qui nous concernent tous et toutes. En plus de réunir des contacts clés pour discuter du sujet, nous rassemblons également des articles de journaux, des ressources, des médias, des outils connexes et nous fournissons ces ressources ainsi que l'enregistrement de Stimulus Connect. Pardon. Donc, les thèmes de Stimulus Connect sont choisis en consultation avec le Comité national de mise en œuvre et de planification de Stimulus, le SNIP, du plan de relance. Un groupe de parties prenantes clés et ensuite réunis et planifier la collaboration du contenu. Comme les autres activités du programme Stimulus, nous travaillons dans le cadre du principe « rien sur nous sans nous ». Le programme Stimulus est une collaboration de l'Association canadienne des personnes qui consomment des drogues, CAPUD, vous allez en entendre parler, et de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. Vous pouvez également vous inscrire à la liste de diffusion du CDPC et sur leur site web et obtenir plus d'informations sur le prochain Stimulus Connect et la prochaine conférence Stimulus de 2023, Drogue, politique et pratique au Canada du 5 au 7 octobre. Je vais me permettre de faire une mise en garde puisque nous allons parler de drogue aujourd'hui. Avant d'entamer cette discussion aujourd'hui avec nos formidables panélistes, nous avons quelques membres du comité de planification qui nous aident en arrière-plan et qui nous feront signe. Alors, merci d'avance aux personnes qui font l'interprétation simultanée également. Alors, Naja, Jane, Karmveer et Shay, vous pouvez dire bonjour, c'est notre équipe. Alors, dans le clavardage, si vous voulez bien, vous pourriez vous présenter, indiquer les pronoms et votre lieu d'origine dans le chat. Nous, nous avons de nombreuses sites incluant des dizaines de journalistes. Quelques éléments sur la logistique. Nous allons utiliser le hashtag Stimulus Connect. Vous pouvez poser vos questions et les discussions peuvent avoir lieu en français ou en anglais. Les questions pour les panélistes sont dans la petite boîte qui est en bas de votre écran qui s'appelle Q&A. Naja va les traduire et vous pouvez voter pour une question également. Cet événement va être enregistré et sera disponible sur le site web de Stimulus à l'avenir. Si vous avez des problèmes avec le son, entre l'entrée ou la sortie, vous pouvez éteindre l'interprétation orale lorsque vous n'en avez pas besoin. Stimulus Connect a 54 ressources jusqu'à présent et si nous arrivons à en identifier de nouvelles aujourd'hui, nous les ajouterons. Nous ajouterons les liens sur notre site web et on les mettra dans le chat, dans le clavardage. Nous avons des personnes aujourd'hui de partout dans le monde. Nous avons des gens des États-Unis, d'Europe, des Caraïbes. Et nous avons 7 différentes organisations de consommateurs et consommatrices de drogue, incluant les organisations de Burundu,
une organisation de Fort St. John au BC. Nous avons des membres de CAPOUD aussi de plusieurs endroits. Nous avons une organisation de l'Alberta, as it is, et une autre organisation, Nanaimo, de Colombie-Britannique. Alors, sans plus, nous allons commencer avec notre panel. Alors, chacune de nos panélistes vont pouvoir se présenter et parler. Alors, on va commencer avec Barb. Excellent, j'ai réussi à me souvenir qu'il fallait ouvrir mon micro. Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui avec Stimulus Connect. Nous sommes ravis de pouvoir partager l'information. Mon nom est Barb. S'il vous plaît, appelez-moi Barb. Je travaille à l'Université de Saskatchewan en santé publique. Je fais également partie de différents cercles d'échange de connaissances. Je suis ici sur les territoires Métis, qu'on connaît aussi comme Saskatchewan, dans les termes coloniaux. J'utilise les pronoms she et her, elle. Si les gens veulent avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter par courriel, vous pouvez me contacter via les médias sociaux. Ici, on est ici aujourd'hui pour parler de la situation de décriminalisation au Canada. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour ouvrir la conversation, c'est la situation en Saskatchewan, au Canada, et spécifiquement dans la ville de Saskatoon. Je suis une universitaire et je n'ai pas de présentation PowerPoint, donc je pourrais parler très longtemps, mais je vais essayer de faire ça court. J'aimerais vous expliquer comment moi et les membres de mon équipe, nous avons réussi à contribuer avec des preuves pour informer les preneurs et les preneuses de décision. Si je vais trop vite, dites-le moi. Est-ce que vous pouvez me demander de répéter, de préciser une information? Vous pouvez le faire dans le clavardage. Ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches sur la question de la consommation de substances. Et, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai mon sous-sol qui n'a pas été rénové depuis les années 70 et c'est un peu une situation similaire à laquelle on fait face au Canada avec les politiques publiques en matière de consommation de drogue. Pour les personnes qui ne sont pas du Canada ou qui ne connaissent pas la province de Saskatchewan, nous sommes une province assez conservatrice au Canada et nous avons une tendance au conservatisme en termes de valeurs sociales. Donc, parler de la question de la décriminalisation dans ce contexte, dans cette province, c'est une merveilleuse opportunité puisqu'il y a une crise au Canada sur ces sujets. Il y a eu de nombreux empoisonnements, le taux de mortalité par empoisonnement a augmenté. Et toutes les données que nous avons en la matière, il faut nous rappeler que ça implique une vie humaine et qu'une vie humaine qui a une valeur. Et on veut absolument diminuer les risques de préjudice. Quand je parle de décriminalisation en général dans cette province, j'aime bien dire que la décriminalisation, pour moi et pour la province de la Saskatchewan, c'est un des éléments de la conversation. La décriminalisation n'est pas la seule conversation, puisque nous avons aussi besoin de logements, nous avons besoin d'accès à des services, à des soutiens, nous avons besoin d'une communauté avec laquelle nous aurions un sentiment d'appartenance. Mettre l'emphase sur la question de la décriminalisation, c'est important, mais c'est un élément d'un sujet qui est beaucoup plus vaste. Et puisque tous ces éléments touchent la vie des gens qui consomment des drogues.
Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe ici, à Saskatoon. L'année dernière, à Saskatoon, j'ai rencontré, Marie d'une organisation, qui fait du plaidoyer, sur le sujet. Et c'est des preneurs de décision au niveau municipal à Saskatoon, leur a demandé de partager des informations. Elle elle allait partir en voyage et donc elle m'a appelée, elle m'a dit: «Ah, est-ce que je peux vous mettre en contact avec la mairie?» Et c'est comme ça qu'on a construit ces nouvelles relations et c'est comme ça qu'on a et c alors, je voulais reconnaître cette connexion. Donc j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec le maire de Saskatoon et également avec, les services de police et nous avons parlé de ce que nous avons pu observer dans nos recherches. Et ce qu'on essaie de travailler avec eux, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire la décriminalisation dans la ville? Et ça a ouvert de nombreuses conversations, heu, pour moi en tant que chercheuse. J'ai dû mettre à jour aussi, mes faits saillants, mes éléments de preuve. Puisque comme je vous le disais, la décriminalisation fait partie de la conversation, mais ce n'est pas le seul sujet. Donc on a aussi travaillé en coalition avec d'autres personnes qui travaillent ici à l'université et on a travaillé sur la recherche de données probantes, dans le contexte local de Saskatoon et plus en général dans la province, de Saskatchewan. Donc dans ces discussions avec les preneurs de décision au niveau municipal, on a on a appris que, la direction de la police de Saskatoon aimerait faire une étude d'impact sur les possibles, résultats d'une décriminalisation. C'est un intérêt des services de police. Alors, nous avons la chance d'avoir de bonnes relations avec, les services de police à Saskatoon depuis de nombreuses années. Nous savons que ce n'est pas commun, dans le monde. Donc c'est une opportunité exceptionnelle de parce que ça nous permet d'avoir accès à de l'information, ça nous permet de travailler ensemble. On a pu aussi travailler dans la ville de Virginie qui est un petit peu au sud. Donc, comme bonnes chercheuses et chercheurs, nous avons, compilé l'information avec, le CCPD. Nous avons travaillé avec d'autres partenaires, nationaux et internationaux pour identifier ces possibles impacts. Donc, regarder au niveau global quels sont, les impacts possibles de la décriminalisation. Et donc, ça nous a permis de donner cette information de contexte, de donner ces éléments, aux gens qui en ont besoin. Et donc de pouvoir adapter ces modèles et faire avoir une perspective de quels seraient les possibles impacts, en Saskatchewan. Et je dois dire que j'ai moi-même été dans les manifestations il y a une dizaine d'années à Toronto contre le G20, donc je n'étais pas nécessairement sûre qu'on pourrait avoir ces bonnes conversations avec les services de police. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un intérêt de plusieurs acteurs à trouver comment soutenir leur communauté et comment la décriminalisation pourrait être un des outils. Donc, donc je veux reconnaître ce travail des services de police, spécialement les personnes qui ont travaillé avec nous. Il faut du courage d'être dans l'institution de la police et d'essayer de transformer les choses pour soutenir leur communauté. Je suis en faveur de l'abolition des prisons et donc je ne fais pas la promotion des services de police, mais je pense que c'est très important de voir qu'il y a des individus dans ces institutions qui sont prêts à faire des changements parce que j'ai entendu
leur volonté de respecter les droits de la personne, des usagers et usagères de drogue. Et toutes les personnes avec qui j'ai parlé dans la province reconnaissent que ce cadre d'illégalisation n'est pas utile. La prohibition n'est pas dans l'intérêt des communautés ni des usagers et des usagères. Et nous avions donc un consensus fort sur cette question de la décriminalisation. Ça nous a permis donc de rentrer dans cette conversation sur comment pourrait-on réfléchir à la décriminalisation en Saskatchewan. Ça nous a permis d'aller au-delà des stéréotypes, d'aller au-delà de cette vision fermée de la prohibition et donc de chercher des solutions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement le gouvernement provincial ici a dit publiquement qu'il n'allait pas discuter de la prohibition. Et nous savons que ces questions de santé au niveau canadien ne se gèrent pas au niveau fédéral, mais au niveau provincial. Mais nous avons un gouvernement fédéral et nous avons un gouvernement municipal qui sont intéressés à mettre en place ces changements. Donc, s'il n'est pas possible pour l'instant d'avoir cette conversation au niveau provincial, on peut avancer sur ces discussions au niveau municipal. Donc, en ce moment, les conseils municipaux dans plusieurs villes de la province sont en train d'ouvrir des espaces de discussion. La discussion centrale, c'est faire des prévisions, des projections de comment pourrait fonctionner un processus de décriminalisation. Donc, peut-être ce ne sera pas des projets provinciaux, mais on pourrait penser à des projets municipaux. Et ça a été très intéressant de voir l'intérêt de notre leadership municipal qui ont une emphase très claire sur la question du respect des droits de la personne. C'est très encourageant. Et même si on ne parvient pas pour l'instant à monter les échelons de la chaîne de prise de décision, on pense qu'il y a beaucoup à faire à ce stade-là. Donc, on a travaillé avec les caucus des maires sur la question de l'usage de substances. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est beaucoup d'éducation au Saskatchewan pour que les gens comprennent de quoi on parle quand on parle de consommation de substances. Alors donc, on doit aller au-delà des méthodologies idéales ou de ce qu'on voit dans des films d'Hollywood. Et donc, il faut réussir à se défaire de toute une série de stéréotypes pour réussir à comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire offrir du soutien aux personnes qui consomment. Et finalement, pourquoi ça ne sert à rien de criminaliser les gens parce qu'ils consomment des substances. Et je pense que notre élément commun, conjoint, c'est le fait que beaucoup de gens ont été témoins des dommages provoqués par la criminalisation et le fait que ça ne change pas la question de la consommation et que ça n'a pas d'impact positif. Donc, pour résumer, donc maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes présents dans de nombreux lieux de dialogue, comme ici, et nous essayons de faire un plaidoyer à faveur des changements de politique publique. Et notre intérêt, c'est de réussir à passer à la phase de décriminalisation. Et donc, notre objectif, c'est que dans les exercices de plaidoyer, ce soit moins bilatéral, mais qu'on réussisse à avoir une large coalition avec l'ensemble des acteurs. Parce que nous avons des faits probants, nous avons des données probantes et nous savons qu'il faut décriminaliser. Voilà, donc j'arrêterai de parler parce que ça fait clairement plus que 10 minutes. Merci beaucoup, Barb. Donc, la prochaine panéliste est Bronte Redwick Shield. Alors, je t'invite à te joindre à nous et te présenter. Bonjour, je suis Bronte Redwick Shield,
Je suis la directrice exécutive de Blood Ties for Direction Center et j'ai travaillé sur ces enjeux au cours des dernières 5 années. Alors, je suis situé sur Whitehorse, Yukon, connu pour son nom colonialiste. Nous sommes un très petit territoire dans le nord du Canada qui regroupe environ 4000 personnes, 4000 habitants. Près de la ville de Whitehorse, c'est un petit contexte. Le Yukon est au nord de la Colombie-Britannique et plusieurs de nos politiques et législations et lois suivent étroitement ce qui se passe en Colombie-Britannique et par rapport à la réduction des risques et des méfaits. Euh, un des projets que nous menons de l'avant par notre organisation, qui est la seule organisation qui travaille sur ces enjeux, très peu de personnes parlent de décriminalisation. Et lorsqu'il y a des politiques qui sont mises de l'avant en Colombie-Britannique, avec des réactions des gouvernements, des médias qui se posent la question si ici au Yukon devrait mettre de l'avant de telles politiques, il y a évidemment une observation et une constatation d'une crise de la toxicité au Canada, dans notre territoire, avec un impact sur nos communautés. Et c'est évident dans la dernière année et demie. Et si on le regarde à partir des différentes perspectives, c'est vraiment inspirant d'entendre tous les gens impliqués sur ces enjeux en Saskatchewan, comme l'a souligné Barb. Et l'importance de parler et de dialoguer sur les enjeux de la décriminalisation pendant les dernières années. Et il est intéressant de voir que plusieurs sont intéressés à participer à ce dialogue, à ces conversations. Les liens étroits avec la Colombie-Britannique, évidemment, ça indique une tendance ici au Yukon de mettre de l'avant des politiques similaires. Et lorsque nous créons des synergies avec différents groupes afin de mettre sur pied des espaces de dialogue, de conversation sur ces enjeux, lorsqu'on le regarde à la lumière des différents décès, les taux de mortalité en croissance, ici en particulier l'impact sur les communautés autochtones de façon disproportionnée. Et la réaction a été une application de la loi encore plus sévère et stricte. Et il faut absolument de le regarder à partir d'un point de vue systémique, à partir des besoins des communautés et se poser la question pourquoi cela a court faire un diagnostic de la situation. Et je crois que les espaces de dialogue convergent et en parallèle, les gouvernements vont en avant avec les politiques similaires avec la Colombie-Britannique. Donc, évidemment, plusieurs de ces politiques ne fonctionnent pas pour beaucoup de personnes sur notre territoire euh, à cause de la distance, par exemple, de Whitehorse, de la ville de Whitehorse, et les personnes qui vivent ici sont à environ 6 heures de distance. À- à- Alors, évidemment, les gens qui se procurent des drogues ne vont pas voyager périodiquement, fréquemment pour aller chercher des drogues à 6 heures de distance. Donc, le gouvernement va de l'avant avec des politiques qui sont en porte-à-faux avec la réalité de nos communautés. Mais les communautés ne tiennent pas compte des discussions qui ont lieu au sein de la communauté, les communautés qui sont impliquées dans la problématique. La GRC est la seule ressource sur notre territoire auquel peut faire recourir la communauté. Alors, nous essayons d'établir des relations avec eux et de les amener à s'impliquer dans les discussions. La décriminalisation est très importante pour nous dans notre communauté et une des façons que l'on observe et sur la base des mortalités qu'on a observées l'année dernière, il y a des façons de contrecarrer ça, les enjeux des surdoses dans nos communautés et les
les habitants de la communauté sont très réticents à faire appel à la GRC pour régler les problèmes. Et la décriminalisation, donc, est un enjeu constant dans nos discussions. Mais comme l'a souligné Barb, c'est seulement une pièce du casse-tête. Les personnes de nos communautés, sur la base de leurs ressources, les problématiques sociales, le logement et offrir des services sur différents aspects de la vie au quotidien est importante aussi à souligner. Et lorsqu'on parle de décriminalisation, il faut bien comprendre le contexte et comment vit la communauté et quels sont les besoins au sein d'un portrait plus large provincial. Et nous essayons d'avoir tous les acteurs impliqués autour de la table et pas seulement observer que le gouvernement ou la GRC prennent des décisions de façon isolée, en silo. La décriminalisation et lorsqu'on voit, par exemple, la possession en dessous d'1 gramme d'une certaine substance et lorsqu'on en parle autour de la discussion, il faut établir les dommages et les méfaits que cela peut causer. Il faut mettre de l'avant des consultations avec tous les parties prenantes et que les politiques de prohibition, on l'a souligné, on en discute fréquemment, ça n'a pas fonctionné dans le passé. Et il faut s'assurer de créer ces espaces multisectoriels pour prendre des décisions collectives et de répondre aux besoins de nos communautés et que ce soit des mesures proportionnées aux besoins de nos habitants et que ce soit en lien étroit avec nos besoins de communauté. Donc, nous sommes très enthousiastes d'en apprendre plus sur les initiatives prises dans d'autres territoires et évidemment, tout en soulignant que les discussions sont en cours et sont très stimulantes ici dans nos communautés. Donc, évidemment, je suis très enthousiaste d'entendre vos suggestions et vos contributions. Merci beaucoup, Bronte. Donc, avec nous, nous avons aussi Garth Mullins. Donc, je l'inviterai à se joindre à nous dans le panel et peut-être vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Garth Mullins. J'appelle de Vancouver, qui est le territoire Munchausen. Je suis vraiment vieille école. J'ai été arrêté pour la possession de drogue, mais je suis aussi membre de l'Association des personnes qui utilisent des drogues de Vancouver et je suis très actif aussi au niveau de la radio avec cette voix feutrée. Alors, lorsqu'on met ensemble les différentes perspectives et ayant eu un vécu aussi comme utilisateur de drogue, on peut ainsi donc réfléchir activement sur le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, comment développer un journalisme solide. Comme journaliste, je n'ai pas un entraînement professionnel, mais j'ai été un documentariste, j'ai fait des programmes de radio sur Radio-Canada associés à la problématique des drogues. J'ai participé aussi à des différents festivals et gagné aussi des prix au niveau des festivals de films. Et, et vraiment, nous embrassons corps à corps les bonnes pratiques du journalisme, les règles classiques de l'objectivité, si cela peut exister, mais évidemment, c'est de dire compte des faits et d'essayer de les mettre en lumière. Le sentiment que nous avions, est-ce que l'ensemble de l'univers des drogues, que le public n'avait pas une compréhension de ce qui se passe, la militance, le plaidoyer par rapport aux drogues, qu'est-ce qui est le moteur des réformes aussi qui a lieu ici au Canada et partout dans le monde?
Et on a toujours eu l'impression que plusieurs des substances qui peuvent être obtenues, les détails comptent lorsqu'on parle de ces enjeux. Alors, on a essayé de porter attention étroite dans notre travail journalistique sur cela. Il y a une chose qui est court en ce moment dans le journalisme canadien et au niveau mondial et la présence importante de l'industrie et ça crée une tendance qui a un impact sur notre travail et éventuellement les journalistes peu à peu se sentent investis d'une expertise au cours des années sur un sujet donné. Donc, mais quand on parle de journalisme, je crois qu'il est important d'avoir une approche beaucoup plus large, plus intégrale, d'informer les gens, de parler d'histoire, de raconter d'histoire sur l'ensemble des enjeux. Il est important que le public comprenne et apprenne des choses sur la décriminalisation et au niveau de la communication des alliés et des activistes, des militants est importante, mais aussi les membres de la communauté et ça constitue du contenu important pour le journalisme. La décriminalisation, vous le savez, et j'ai été impliqué dans la bataille depuis très longtemps. Et ma première implication en 1988, près de 25 ans en arrière, où j'étais impliqué sur les enjeux, soulignant les problématiques des politiciens, des militants. Euh, et vraiment, on soulignait à l'époque que le cœur de l'enjeu, c'était parce que nous étions complètement euh, tourmentés par les enjeux, tout l'ensemble de l'appareillage de la société, tout le léviathan de la loi, de la surveillance policière, et ça nous a amené comme usagers à nous cacher, à utiliser les drogues de façon en dehors du système, ce qui nous a amené évidemment à être attaqués comme étant adoptant des pratiques illégales. Et si on appelle la police, par exemple, c'est parce qu'il y a des enjeux au niveau des lieux d'utilisation. Évidemment, ces lieux sont en marge de la société. C'est vraiment important de le souligner. La décriminalisation réelle, véritable, signale une invitation ou envoie ou commande une invitation à de revenir dans la société, sortir des marges. Lorsqu'on parle de décriminalisation, est-ce qu'on fait du journalisme et qu'on communiquer, on essaie de nous assurer qu'on ne vend pas des solutions qui ne fonctionneront pas. Au début du millénaire, il y a eu une grosse bataille à Vancouver au niveau de l'ouverture de sites d'injection. Évidemment, ils étaient illégaux au départ et comment les rendre reconnus et comment assurer leur ouverture. La bataille que nous avons menée a amené un mauvais compromis qui a conduit à des mauvaises réformes de la politique. La majorité des mesures de décriminalisation sont souvent des mauvais compromis. Lorsqu'on a ouvert donc ces lieux d'injection dans les coins de la ville, les gens disaient, mais il y a encore des problèmes, qu'est-ce que c'est ça? Et, comment une solution peut résoudre la problématique de milliers d'usagers, mais ça doit être une solution qui soit aussi intégrale, transversale pour l'ensemble de la société. Il faut mesurer vraiment les besoins et s'assurer que les mesures correspondent à ces besoins. Donc, la décriminalisation doit pas être mise directement sur la problématique individuelle, mais une problématique sociétale. Il y a encore des gens qui meurent, donc les mesures ne sont pas efficaces. Est-ce que les policiers doivent avoir des outils de mesure, peuvent mesurer leur impact? La décriminalisation doit être mesurée moins sur l'interaction entre les policiers et les utilisateurs de drogue, mais et cela a un impact sur la moitié des législateurs qui mettent des mesures qui éventuellement nous criminalisent encore plus. Donc, et dans cet univers des mécanismes de criminalisation,
souvent cela en lien avec le contexte familial ou, par exemple, l'impact sur leur insertion sur le marché du travail, être mis à pied, etc. Si on réduit ces taux sur ces autres aspects, c'est ça la mesure de la réussite des politiques. Et seulement mesurer l'impact des relations entre les policiers et les utilisateurs de drague, c'est vraiment limité et ne prend pas bien la mesure de l'impact des mesures. Par exemple, si on met l'emphase sur le traitement, et si un policier vous arrête, par exemple, et vous dit, vous devez aller aller dans un centre de désintoxication, de traitement, ce n'est pas la bonne solution. Nous, ce qu'on veut faire, on veut s'assurer que la police et que la surveillance policière soit en lien étroit avec les espaces de santé, les services de santé. Alors, envoyer et forcer les gens à aller dans des thérapies des intox, c'est pas la bonne mesure. Il faut avoir une approche plutôt intégrale. Il faut démystifier un mythe, par exemple, que la décriminalisation est pour les, euh, les, les personnes qui sont dans les lieux particuliers de la ville et ces personnes sont exposées à beaucoup plus de violences policières, de policières qui les amènent à être criminalisées. Donc, plusieurs personnes utilisent des drogues et meurent d'overdose. Ce c'est une grande proportion de la population qui est dans cette situation et le désordre à cause de l'utilisation de la substance, entre guillemets, est aussi une façon d'aborder qui est problématique. Euh, donc, il faut identifier quel est l'objectif comme tel de la décriminalisation et toujours établir un contact étroit avec les militants qui mettent de l'avant des politiques étroitement en lien avec les besoins de la population et qui essaient de concrétiser ces mesures sur le terrain. Et je crois que, comme journaliste, ce type d'initiatives qu'il est important de couvrir. Les personnes sont des utilisateurs de drogue, mais ils sont aussi des militants, des activistes et essaient de changer, transformer notre communauté, la présence des drogues dans notre communauté. Il faut absolument mettre ça en lumière, en parler. Il y a plusieurs groupes qui se mobilisent pour la décriminalisation depuis de nombreuses années et c'est peut-être pour cela que la Colombie-Britannique a considéré de mettre de l'avant des mesures avec des avocats de PVIT et en dialogue avec des membres de la communauté, avec différents officiers du gouvernement ainsi que les conseils policiers. Mais malheureusement, dans cette initiative, on n'a pas atteint nos objectifs, identifier ou intégrer l'ensemble des points que nous voulions mettre de l'avant. L'approche est souvent restreinte. Plusieurs personnes vont de plus en plus vers des thérapies de désintox, etc. Mais je crois que cela ne permet pas de démystifier l'usage de certaines drogues, les opioïdes, etc. À un niveau, par exemple, à 2,5 Je crois que vraiment notre appréciation, c'est que c'est trop bas, trop faible comme critère. Donc, nous avons donc débattu, nous essayons une stratégie pour contrer vraiment ces seuils trop faibles, mais les policiers identifiaient des seuils trop bas et sans avoir une approche vraiment scientifique. Lorsqu'on regarde en dessous de la scène avec des ministres, etc., les mesures effectives dans les étapes de dialogue, c'est aussi de mettre en lumière l'importance de l'organisation sociétale et des communautés pour faire face aux enjeux, par exemple, en lien avec l'Association des policiers, avec des officiers du gouvernement. Nous avons réussi à créer cette synergie et à obtenir certaines concessions. Par exemple, les policiers voulaient un traitement obligatoire pour 1 gramme en bas de possession d'1 gramme, mais nous avons arrivé à un mauvais compromis. Mais un compromis mauvais, c'est moins pire que sans compromis du tout ou sans accord.
à la lumière de plusieurs années, donc de mobilisation, de travail sur le terrain, et un travail étroit avec les journalistes et créer une prise de conscience. Je crois que ça, c'est important. Mais la bataille n'est pas terminée. Il va falloir continuer à batailler, à aller de l'avant. Et je crois que nous devons avoir une approche progressiste, point par point, et créer des leviers de pouvoir avoir un impact sur les politiques de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on doit être passif, être attentiste, mais plutôt être actif et mettre de l'avant donc des politiques qui soient efficaces pour les besoins de la communauté. Je ne peux même pas vous dire à combien d'enterrements j'ai été cette année. Et c'est une lutte pour s'assurer que les gens ont accès à du matériel qui soit sûr. Alors ça, c'est une petite boîte d'héroïne, si vous la voulez la voir. On la distribue. C'est le Front de libération des usagers de drogue. Et donc, c'est des ressources qu'on partage. Donc, c'est une action de désobéissance civile qui nous permet de lutter. Et c'est comme ça qu'on a eu droit à des lieux, à des lieux d'injection sécurisés. C'est un mouvement de lutte pour les droits civiques. Parfois, c'est un débat entre les académiques et les preneurs de décision. Mais c'est une lutte sociale pour des droits. Et je pense que c'est une histoire très importante qu'il faut raconter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de changer le point de vue que les gens ont sur les usagers et usagères de drogue. Et c'est pour ça que j'ai commencé le podcast. Parce qu'on parle de fait qu'il y a des gens qui prennent des décisions complètement rationnelles pour protéger leurs droits dans un contexte complexe. Je ne dis pas que l'ensemble des personnes qui utilisent des drogues sont des personnes merveilleuses. Et je pense que la pandémie nous a montré des choses. Je pense que des choses comme l'urgence climatique, ça nous donne des exemples du fait que tout le monde doit s'organiser pour lutter pour l'amélioration des droits, pour la lutte pour les droits, pour, et on va devoir continuer à se battre, à faire des rassemblements devant le Parlement dans la capitale d'Ottawa. Donc, on se bat pour des sites d'injection, on se bat pour que nos communautés soient en sécurité. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est super d'avoir des gens ici de, de, de plein d'endroits dans le monde. Et faites attention à vous. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Garth. Alors, on va commencer la période de questions. Donc, il y a plein de choses qui ont été commentées surtout sur les interventions de Bronte et de Garth. Donc, si vous avez des questions, ne les mettez pas dans le chat, dans la boîte de clavardage, mais à côté où ça dit Q et A. Il va y avoir un sondage qui va être fait maintenant. C'est un sondage qui va nous permettre, depuis Stimulus Connect, à savoir qui participe à nos événements. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre vos questions dans le Q&A. Vous pouvez aussi voter pour des questions si vous voulez entendre la réponse. Donc, je vais répondre au questionnaire. Voilà. There you go. Never mind. Okay, so I'm just going to pull up the Q&A here now. So some of the questions kind of popped into the answer. So I'm just going to quickly ask those to see if any of the panelists had anything they wanted. Donc, je vais poser certaines des questions qui sont dans la liste. Donc, la première question était comment gérer la propagande, la propagande faite par la police dans votre communauté. Donc, je voulais savoir si quelqu'un voulait dire quelque chose là-dessus. If there is silence, then I will continue on.
I'd say I don't know. The cops are just hugely successful at that. And La police a un grand succès I know là-dessus. people have struggled with this, but I'll just give one little warning from Vancouver. Is Mais that je when vais vous dire cops quelque chose qui s'est make passé an à event Vancouver. press or a meeting, they'll use Les, their la, pronouns, identify the territory, they'll say that they're trauma informed, and then la police they de proceed Vancouver, on. par exemple, a un discours merveilleux. So it's just like they don't Ils care. donnent leurs pronoms, ils vous disent qu'ils sont sur des territoires All over autochtones. North America have been in the last 2 years since defund and all that. But it's the sort of it's the benign, like polite, Donc, ça a l'air almost bénin, c'est très emotionally poli. vulnerable. It's that narrative. Ils ont ce récit de prendre soin des personnes vulnérables. Donc, c'est une propagande policière, une propagande très forte. Et il faut y faire attention. Beaucoup d'entre nous, on voit les choses autrement parce qu'on a une expérience avec eux tous les jours. Et ils parlent de réforme policière, ils ont tout un discours et ils peuvent convaincre des gens facilement. Comme Garth disait ici, la GRC, on a une, on a une, ici, on change de policier tous les 2 ans. Ici, quand ils parlent avec la communauté, ils sont très bons pour parler de réduction des préjudices, réduction des méfaits. Ils parlent de reconnaissance territoriale, ils parlent de services communautaires, ils ont un discours très adapté. Mais c'est très différent à ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est un défi. If we say put in a complaint around an interaction, it just goes back to Ottawa and we never hear about it again. And so there's a harder time to build community awareness of what is going on. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que sur la question du polissage et des activités policières, on essaye de gagner en prise de conscience communautaire. Je ne sais pas à quel point la propagande est forte. So the RCMP station is all they have, but it's not necessarily something they want. And so I think that the way to fight that is to provide alternatives that work. And so to say, et je pense que la meilleure façon d'y faire face, c'est d'offrir des alternatives qui fonctionnent. Alors, on comprend que les gens ont besoin d'utiliser 911 puisqu'il n'y a pas d'autres ressources, mais comment ça se passerait si on avait une alternative qui fonctionne? They haven't been given the access to those resources right now, and so this kind of goes to the best we got. Alors, il faut qu'on ait ces autres ressources et il n'y en a pas suffisant. Et donc, il faut éduquer le public sur les options et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. C'est vrai, je pensais à ça dans une communauté, les ressources ont des objectifs spécifiques. Je ne sais pas si Barb, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, ça. Il y avait une question directement pour Barb, je ne sais pas si tu l'as vue. C'est pouvez-vous nous dire comment vous voyez l'impact de cette idéologie conservatrice? Comment ça s'est répercuté sur la politique gouvernementale qui affecte la vie des personnes qui consomment des drogues? Et y a-t-il des exemples autres de politiques gouvernementales liées aux drogues, à la consommation de drogue ou à la guérison qui, selon vous, sont uniques à Saskatchewan? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. J'ai essayé d'y répondre en écrivant, mais je voulais écouter les autres intervenants. Une réponse courte. Ça serait dire que oui, l'idéologie conservatrice a un impact gigantesque sur nos preneurs de décision au niveau municipal et provincial.
Les gens parlent de réduction des méfaits, mais de réduction des risques, des préjudices, mais ils n'y attribuent jamais de budget, il ne se passe jamais rien au-delà du fait de le nommer. De nos jours, parler de réduction des risques et des préjudices, c'est quelque chose de positif, mais il n'y a pas de ressources qui soient allouées. Il n'y a aucun budget provincial pour ça. Par exemple, à Saskatoon, le seul budget disponible pour la question de la réduction des préjudices, euh, c'est euh, c'est au niveau municipal. Mais il y a des groupes qui s'y opposent au niveau provincial. Mais je pense qu'une de nos forces ici, c'est la question de la cohésion sociale dans la province. Et ça, on n'en profite pas nécessairement. Alors, nous avons des problèmes sur la question du racisme et sur la question de la fragmentation, et je ne vais pas le nier. Mais une des forces, c'est que tout le monde est dans la même famille que les autres. On parle de 2 degrés de différence à la différence d'autres endroits dans le monde. Alors, ça crée une certaine cohésion sociale. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est fort dans la logique, la question de l'hiver, la question même géographique, à créer ce tissu social. Et je pense que ça permet d'être en contact avec plein de gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord. Les meilleurs conseils que j'ai reçus, ça a été de la part d'un responsable de la question de la réduction des risques. J'étais très frustrée. J'étais frustrée par l'ignorance généralisée. Et il m'a donné un très bon conseil qui était: pourquoi est-ce que tu n'utilises pas cette philosophie de diminution des préjudices de la même façon que tu l'utilises avec les consommateurs? Pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas avec les politiciens? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour parler à un preneur de décision dont le background sur les questions de drogue, c'est exclusivement des films d'Hollywood? Comment est-ce que je fais pour lui parler de ce sujet-là? Et j'ai dû y penser. Ça a été un moment important, ça m'a confrontée. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on doit comprendre que les gens qui écrivent les lois, euh, les, les gens qui sont là, mais ont une perspective, mais si on a le temps de partager nos perspectives avec des preneurs de décision, eh bien, je pense que cette cohésion sociale peut nous permettre d'améliorer les choses. C'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas une question de recherche académique. C'est une question de donner des outils aux preneurs et aux preneuses de décision, de leur donner des outils. Il y a beaucoup de conceptions erronées. Person First Language is a great place to start. And you're suddenly going to see this shift, right? When they have these comparative columns of different words you could choose to use. You're communicating a political position when you On peut utiliser des mots différents pour parler d'une même situation, et c'est très politique le choix des mots. Donc parfois, il faut changer les termes que nous utilisons dans les conversations que nous avons sur ces sujets-là dans la société. Donc bon, je sors du sujet un peu là, mais je pense que la connexion sociale qui existe sur le territoire en Saskatchewan peut nous permettre de transformer les choses et s'assurer que les personnes qui consomment soient au centre des préoccupations et le leadership. Merci.
Donc, il y a une autre question ici qui était spécifique pour Bronte. Vous avez parlé de la discussion au Yukon quant au droit de saisie. Pouvez-vous nous expliquer les préjudices de la saisie de drogue et si elle est incluse dans le modèle de décriminalisation? Oui, tout à fait. Potential harms, but I think some of the ones that most notably come up for me is this is still a punitive response. You're still Je taking pense from que la saisie continue d'être un mécanisme punitif. they are still going to, how Garth spoke about people wanting to hide their substance use or use somewhere where it might be less safe or the Donc, ça amène les gens à se cacher, ça amène les gens à utiliser des lieux moins sécuritaires. Donc, la saisie n'empêche pas le fait que ça met la personne dans une position où est-ce qu'elle doit chercher une autre substance. Ça ne l'empêche pas de la consommer, ça l'oblige juste à se mettre dans une situation plus dangereuse pour la consommer. Si vous saisissez la drogue d'une personne, la personne va trouver le moyen de s'en procurer d'autres. May have been something they had tested that they knew more about, that they were familiar with, and now they're going to go purchase something. Donc, par exemple, une personne avait peut-être réussi à s'assurer que sa dose était présente au moment où elle en avait besoin par des canaux sécuritaires. Et donc, si elle est saisie, elle va être obligée peut-être de se mettre beaucoup plus en danger pour obtenir la substance. Every day. You've now taken away a resource from them. It's going to continue to make people less likely to call. Vous prenez de leurs ressources, donc vous les rendez encore plus vulnérables économiquement. And it's also the demonization of de façon générale, comme Barb le disait, c'est la démonisation des personnes qui consomment, alors qu'on devrait être en train de parler du fait que nous avons besoin d'accès à des ressources sécuritaires. Moving forward with decriminalization that includes seizure just really eliminates. Donc, la saisie, ça fait juste empirer la situation, alors qu'on devrait parler de la question d'un approvisionnement sûr. Et s'il y a encore de la saisie, eh bien, ce n'est pas une vraie décriminalisation. Merci beaucoup. Barb ou Garth, il y avait une autre question qui était spécifiquement pour Garth. Mais je voulais voir si Shay voulait mettre le questionnaire en ligne pendant qu'on travaille sur les questions. Ah, vous l'avez déjà fait, je ne l'avais pas vu, d'accord, parfait. Someone noted that they agree with you about bad compromises, and on the topic of incrementalism, we are donc Garth, je suis d'accord avec vous sur la question des mauvais compromis. Donc la question, ça serait, donc je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'augmentation et des gens qui sont coincés avec les miettes que leur laissent les gouvernements. Mais donc, la question serait comment trouver l'équilibre entre accepter des demi-mesures parce que c'est la meilleure option que nous avons sur la table. Donc, savoir si une politique est... La bonne nouvelle, c'est que moi, je n'ai pas besoin de le faire. Je ne refuse... Moi, je dis, OK, c'est bien, c'est une avancée, mais on continue, on en veut plus. La lutte ne s'arrête pas. Et je pense que c'est la différence, peut-être. Je pense que c'est la différence entre réforme et révolution. La révolution, c'est une transformation profonde du système, de l'ensemble de la lutte de la guerre contre la drogue et même du système capitaliste.
avoir des meilleures conditions de travail, avoir des lieux sûrs pour les injections. Je ne pense que ce n'est pas, je ne pense pas qu'il y ait une opposition entre réforme et révolution. Moi, je suis un révolutionnaire. Je veux changer l'ensemble du système. Mais les révolutionnaires ont besoin d'être les meilleurs pour faire des réformes. Donc, il ne faut pas s'asseoir à une job bureaucratique et transformer. Non, il faut continuer de lutter. Il faut continuer de lutter. Donc, chaque fois que vous gagnez un petit quelque chose, eh bien, vous continuez à lutter. Ça veut dire que vous voulez construire le pouvoir communautaire. Donc, chaque stratégie, chaque tactique, la question, c'est comment est-ce qu'on construit le pouvoir des communautés? Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut construire des réseaux de solidarité avec les syndicats, avec d'autres? Je veux dire, c'est une question de lutte de classe. C'est une question de la classe des travailleurs et travailleuses qui s'organisent contre le système. C'est pas une question simplement d'usage de drogue. That makes big changes. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai mis du temps de travail sur la question des grèves, parce qu'interrompre la production, c'est la seule façon de changer le système. Je n'aime pas ce mot d'incrémentalisme, d'augmenter petit à petit. Non, il faut lutter sur plusieurs fronts en même temps. Donc, on doit faire toutes ces choses-là en même temps. Thank you. Merci. So kind of tying with this and some of the other Donc, en lien avec ce qui vient d'être mentionné et les autres enjeux qui ont été discutés, c'est une plus général. Est-ce qu'il y a des enjeux autour de politique de décriminalisation et par rapport au seuil? Et je suis curieux de savoir comment les demi-mesures ont un impact sur les réformes. Je vais parler des seuils, si vous voulez bien, et commenter une des suggestions de la coalition à Saskatoon. Au lieu d'être obsédé par les mesures, les quantités, car les besoins varient selon les personnes. Et je crois que ça crée beaucoup de confusion parmi les officiers de police et tout le monde, ceux qui sont sur cette problématique par rapport au seuil. Je crois, au lieu de débattre des seuils, peut-être mettre l'emphase sur les comportements pour l'application de la loi. Par exemple, au niveau des endroits d'injection. Je crois que c'est ce qui est en lien avec la discussion sur les seuils. Oui, vous pouvez utiliser des drogues, mais attention de ne pas déranger l'environnement autour. Par exemple, si on trafique, entre guillemets, mais à partir d'un point de vue policier, cela est observable selon ton comportement dans la rue et non pas la quantité que tu portes sur toi. Il faut distinguer aussi entre les substances pour utilisation personnelle et des substances pour distribution. Je crois qu'il faudrait avoir un marché réglementé pour assurer l'accès sécuritaire, mais ne pas parler des différents mélanges, des quantités. Je crois que souvent dans les discussions, on parle de quelle substance parle-t-on, de la quantité, etc. Je crois que ce n'est pas tant une discussion sur les substances, le type de substance, mais sur l'utilisation, les moyens et par rapport aussi au contexte. Si on est dans une communauté éloignée ou versus un lieu urbain à Saskatoon, au niveau de la distribution, il y a beaucoup de diversité donc dans les situations, dans tous les lieux et les endroits, les communautés dans le Canada. Donc, je crois que le débat sur le seuil est un faux débat et mal orienté. Sur la discussion de ce panel, on n'est pas ici en train de parler et suggérer de réglementer la quantité de grammes, mais plutôt focuser sur le comportement
et en lien avec le contexte des communautés, cela réoriente la discussion. Oui, oui, je suis d'accord. Nous avons défendu ce point de vue avec les bureaucrates de la Colombie-Britannique, par exemple, au niveau de la quantité de 1 gramme. Mais à chaque fois, ils nous relancent sur une discussion sur les seuils. Mais qui vous voulez arrêter? Qui vous poursuivez? C'est quoi l'objectif ici des policiers? Les grands trafiquants de stupéfiants. Mais là, vraiment, c'est à partir de là qu'émerge cette propagande des forces policières au niveau, par exemple, des super voitures luxueuses. Mais j'ai jamais rencontré ces gens. Et je crois qu'il y a un consensus politique qui dit poursuivons les trafiquants, les grands barons de la drogue. Mais ce n'est pas seulement dans le milieu policier. Mais si on regarde la dernière élection fédérale, éventuellement, toutes les plateformes de tous les partis utilisaient ce même langage, même le NPD. Aller et poursuivre un trafiquant, quel qu'il soit, c'est une mauvaise approche. Cela crée du chaos dans ma vie, il y a de la violence. Ça a créé une tendance d'avoir des substances encore plus concentrées. Et le focus sur les trafiquants, c'est juste un discours, une rhétorique. Et c'est très important à souligner pour les journalistes qui parlent du sujet, parce que les journalistes doivent savoir qu'est-ce qu'un trafiquant. Mais peut-être que je ne vis pas du trafic de drogue, mais derrière, en marge, je vends de la drogue. Ça, c'est du trafic, c'est mauvais. Mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire, même si seulement une petite quantité. Nous, comme usagers des drogues, on peut connaître des gens, des trafiquants, les dealers. Eux-mêmes, souvent, sont confrontés au défi de surmonter leur propre habitude, la propre consommation. Et les policiers n'ont pas vraiment... ce n'est pas une bonne stratégie de poursuivre ces gens, de chercher à les capturer. La police, au niveau de la propagande policière, ils ont plusieurs détectives, ils prennent leurs diagrammes sur leur tableau avec des grands liens, avec des preuves, etc. Mais il y a des gens qui meurent, qui sont couchés dans la rue, dans les piqueries. Donc, c'est à eux qu'il faut s'intéresser. Et je crois que les enjeux sont bien compris, mais il faut une volonté politique. Les policiers ne pensent qu'aux menottes. La stratégie, c'est une fausse stratégie de penser qu'on va seulement attraper les grands barons. Non, c'est de la poudre aux yeux. Et vraiment, la problématique, c'est que cela touche l'ensemble du milieu. Par exemple, au niveau des drogues récréatives, la police, ce qu'ils veulent, c'est vraiment relégitimer leur mandat pour contrer les barons de la drogue, mais ça a un impact direct sur nos populations. Je crois que la police, et on l'a vu avec l'association des chefs policiers du Canada, qui ont fait une déclaration sur la décriminalisation. Et il y a toute une liste, une approche sur la bataille contre les barons de la drogue. Il faut comprendre ce qu'on entend par trafiquant et comprendre la rhétorique des politiciens et des policiers en matière de capture des trafiquants et clarifier. Oui. Il y a plusieurs points ici qu'a soulevé Garth. La différence entre ceux qui utilisent les drogues et ceux qui en font le trafic, c'est au cœur de la conversation. Nous, on l'a vu dans notre territoire et on le voit reflété dans les médias et de la réponse des communautés par rapport à la crise du taux de mortalité.
et au sein des communautés, au niveau des pénalités, je crois que cela reflète une mauvaise compréhension de ce que vivent les usagers. Dans notre communauté, évidemment, ceux qui consomment sont aussi ceux qui revendent et ils remplissent un manque d'approvisionnement. Ce ne sont pas des mauvais gens, mais ils partagent ce qu'ils réussissent à aller chercher en ville. Et je crois qu'il faut absolument mettre sur pied des mesures de prévention et de soins et de services auprès de l'ensemble des membres de la communauté par rapport à cela. Et par exemple, je connais quelqu'un qui trafiquait, qui vendait, revendait de la drogue. Et, et évidemment, si on fait ça tout cela de façon cachée, évidemment, il n'y aura plus de gens qui vivront des overdoses, qui ne connaîtront pas la qualité de ce qu'ils achètent, etc. Une partie de l'enjeu est vraiment liée à ce contexte de criminalisation par rapport à l'approvisionnement et comment réussir à éliminer les aspects négatifs de toute cette approche. Vraiment, les gens qui revendent vendent à leurs amis, aux membres de leur famille. Et vraiment, on tombe dans la criminalisation de petits revendeurs sans vraiment mitiger le problème. Je crois qu'il faut s'assurer que le journalisme qui parle de ces enjeux vraiment démystifie la réalité, les situations, reflète la réalité de ce que sont vraiment les besoins des communautés et des usagers. Et souvent, la rhétorique dans les médias augmente la criminalisation comme telle. Et vraiment, souvent, les petits revendeurs s'assurent de redistribuer dans leur réseau immédiat, familial, d'amis, tout en garantissant une qualité du produit revendu. Donc, il faut reconnaître cet enjeu. Oui, merci beaucoup. Je vais revenir à la liste des questions qui ont été mises dans la boîte Q&A. Peut-être je vais passer sur la question de l'approvisionnement sécuritaire au niveau des seuils. Comment pourrait gérer l'approvisionnement sécuritaire en termes de distribution, qualification pour le recevoir? Un peu de perspective serait très utile ici. Peut-être Barb, Garth, au niveau de l'approvisionnement sécuritaire. Oui, je crois que Garth est vraiment l'expert parce qu'il a développé plusieurs travaux sur les enjeux de redistribution, mais à partir d'un point de vue universitaire, en lien avec une analyse des services de santé médical pour l'approvisionnement sécuritaire en Saskatchewan, c'est qu'on reconnaît la toxicité des produits, des substances, qu'il y a des moteurs économiques derrière cela, par exemple, que ce soit réglementé ou à partir des modèles médicaux de faire des prescriptions. Certaines, selon le contexte, peuvent fonctionner ou pas, mais quand on parle d'ici de marché, comme à partir du moment qu'il y a une demande des consommateurs, il y a une offre sur le marché. Alors, s'il y a des demandes, il faut absolument garantir une bonne réglementation des sources d'approvisionnement. Je crois que l'approche prohibitive de prohibition est erronée parce que finalement, la distribution a toujours cours et elle n'est plus réglementée, elle n'est plus régulée. Donc, il faut vraiment réorienter notre approche. Mais si on légalise, c'est l'argument qu'on entend, plus de personnes vont mourir.
Non, je crois qu'il faut s'assurer qu'on retire dans la qualité du produit les contaminants, car c'est cela qui cause les décès, les problèmes. Et les personnes qui recherchent des substances qu'ils puissent prendre une décision éclairée sur le produit qu'ils veulent acheter. Il faut réglementer le marché. Parfois, c'est très difficile justement de garantir une bonne compréhension de la qualité. Ce n'est pas la réalité qu'on voit dans les films, en guillemets. Donc, il faut absolument, ce n'est pas une question de miner le marché, mais vraiment, c'est pas la meilleure façon et ça va assurer une expansion au niveau mondial. Je ne suis pas une experte dans le domaine, mais ce serait mon approche. Ou peut-être j'en parlerai à partir d'un point de vue journalistique. Quelques trucs ici. La première chose, c'est de chercher les militants, les activistes. Capoud a mis sur la table cette définition d'approvisionnement. Il y a eu un document préparé et un concept, donc une note conceptuelle sur l'approvisionnement sécuritaire qui doit être utile pour l'ensemble des intervenants et des personnes impliquées. Mais les politiciens aiment utiliser ce concept parce que souvent, c'est une façon de prendre des distances ou de s'éloigner de la problématique. Mais pour les journalistes, le ministre de la Couronne, que l'approvisionnement sécuritaire, il dit qu'il y a des effets pervers dans ce concept. C'est à vous, votre journaliste, de faire votre travail pour bien vous assurer de clarifier le concept. Et on ne le fait pas souvent. Je crois qu'il faut regarder les petites descriptions. Je crois que c'est difficile de reconnaître que les choses au niveau de ce qui est prescrit ou pas. Je crois qu'il y a un compromis d'ailleurs du ministre sur cette problématique. Parce que éventuellement, évidemment, toute transformation du système, évidemment, devient une menace pour les personnes au pouvoir. Alors, au niveau de la vente, au niveau du public, je ne blâme pas le public. Les gens ont des enfants. Ils n'ont pas le temps de prendre le temps de regarder c'est quoi les mesures mises devant les politiques. Alors, il faut démontrer ce qui a lieu au niveau de l'approvisionnement sécuritaire. On a mis de l'avant des propositions par rapport à des clubs de distribution de façon à les légaliser, assurer la distribution. On nous a dit non. Donc, on n'a pas vu émerger des politiques d'urgence, de prescription, par exemple. Mais on l'a vu à d'autres endroits, en Colombie-Britannique, avec une population de 5 millions, tout le monde, au moins, a eu des vaccins de COVID. Durant 2021, il y a eu un programme massif qu'on a vu se déployer. Et au moins une personne a eu ce vaccin dans une province. Et éventuellement, on peut avoir le vaccin autant de fois qu'on le veut aujourd'hui. Donc, mais pourquoi on ne peut pas avoir un programme intégral et massif par rapport à l'approvisionnement sécuritaire? On le fait pour la COVID et pourquoi pas? Mais il ne s'agit pas vraiment d'avoir un juggernaut très lourd, mais je crois qu'il est impliqué les différents acteurs impliqués, les docteurs, évidemment, il y a des intérêts dans tout cela, mais il y a des systèmes dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'il faut l'importer tel quel, mais il y a des mesures qui sont efficaces, qui ont été étudiées. J'ai même rencontré des doctorants, des docteurs PhD qui ont fait des études sur cela. Je crois que le groupe activiste d'utilisateurs de drogue est vraiment très formé, très éduqué, des gens très formés, universitaires et autres. Je crois qu'il faut donc miser sur cela. Et lorsqu'on fait du journalisme sur cela,
ce n'est pas un problème indescriptible, ce n'est pas une force de la nature, c'est une politique gouvernementale et les journalistes doivent la mettre en lumière. Et les journalistes ont une responsabilité lorsque le gouvernement fait appel à des pharmaciens, à des docteurs, des médecins pour donner leur avis sur cela. Ils doivent fouiller et investiguer sur cela. Et à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose ensemble, il ne semble pas y avoir de problème. On a eu les Olympiques ici il y a 10 ans et il y a eu une fantastique collaboration entre tous les paliers de gouvernement. Donc, lorsque les gouvernements veulent faire, ils peuvent le faire. Ils peuvent adopter de meilleurs. Alors, les journalistes qui couvrent les enjeux d'approvisionnement sécuritaire, il faut mettre en évidence les approches gouvernementales, mettre en évidence les difficultés au niveau bureaucratique et élargir ce spectre très étroit de la lutte au baron de la drogue, mais vraiment l'atterrir dans le concret, dans les besoins. Et je crois que c'est vraiment une bonne façon de développer une approche journalistique compétente à ce niveau. Thank you. Merci Barb, beaucoup. did you want to add to something there? Barb, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cela? Yeah, I dropped a resort, or I didn't. I just said everyone should go see the Canadian Association of People Who Use Drugs concept paper around safe supply, which distinguishes between safe supply and substitution therapies or withdrawal management approaches. Basically, when you're dealing with an opioid agonist, Concrètement, quand on travaille sur ces enjeux de thérapie, but there's not the same psychoactive benefits, on voit que ce ne sont pas les mêmes bénéfices de une substance. Donc, ce qu'on appelle un approvisionnement sûr, ça nous permet d'éviter les sensations de manque. Par exemple, vous savez, la question de l'utilisation du tabac, mais donc mettre une patch, c'est pas pareil que fumer une cigarette, hein? Donc, il faut parler de ça. Il faut parler de quoi ont besoin les gens dans leur processus. C'est fondamental, c'est une base pour une approche beaucoup plus sécuritaire. J'ai vu des gouvernements sur la question dont, par exemple, le gouvernement d'Alberta qui appelle la méthadone un approvisionnement sûr. Ce n'est pas un approvisionnement sûr, c'est un remplacement. Si vous me dites que la patch, c'est la même façon d'avoir ma dose de nicotine que la cigarette, vous comprenez très bien que ça n'est pas la même chose. Donc, il faut que je parle de ma relation. Quand on parle de ma relation à la nicotine, c'est ma relation à la nicotine. C'est moi qui dois en parler. Et ce que nous devons faire comme société, c'est de respecter la définition qu'une personne prend, la relation qu'une personne décide d'avoir avec une substance. Et on veut laisser cette autonomie à la personne. Au lieu d'avoir une approche paternaliste, puisque les gens ne... Quelqu'un qui n'a jamais fumé, si cette personne essaye de m'expliquer comment arrêter de fumer, ça va être complètement inutile. Je vais lui dire « Merci beaucoup de te préoccuper pour moi, mais ça ne sert vraiment à rien. » Je connais les dommages du tabac, ça fait 20 ans que je fume. Et si les gens me soutiennent dans cette réflexion, peut-être que je vais réduire le préjudice et réduire mon usage de cigarettes si les gens me soutiennent, non pas s'ils me répriment. Il y a beaucoup de propagande sur ces sujets-là. Mais on parle du fait que les gens peuvent avoir une autonomie sur leur relation avec un usage abusif d'une substance. Des personnes veulent peut-être l'utiliser plusieurs fois par jour, tous les jours. Et c'est ça les droits de la personne, c'est le droit des gens d'utiliser les substances qu'ils souhaitent et décider ce qu'ils vont laisser intégrer dans leur corps. Oui, c'est ça, exactement. Non, je pense que c'est exactement ça. C'est important que les médias et les journalistes
la lumière sur le fait que les gouvernements parlent d'approvisionnement sûr quand ils parlent de remplacement. Je pense que c'est très important de parler de cette question de l'autonomie des personnes. Et quelles sont les substances qu'elles sont prêtes à ingérer ou non? La question, c'est donc comment est-ce qu'on peut rendre disponibles les drogues? Comment est-ce qu'on peut y donner accès ou non? Donc, Donc, quelles sont les barrières qui existent en ce moment pour accéder aux substances? Et comment je peux et comment est-ce que je peux préserver l'autonomie des personnes? Donc ça, ce sont des questions très importantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les faits, cette autonomie? Comment on la garantit? Par exemple, dans le Yukon, on utilise beaucoup le crack et la cocaïne, mais par exemple, les substances qui sont disponibles quand on veut gérer son usage, c'est différent. Il faut voir quelles sont les structures culturelles de la question de la consommation de drogue. People function, and they don't. The military has used various forms of speed and whatever for their folks who are doing Les militaires utilisent des formes de speed depuis des années. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça choque tellement les gens. Donc, on demande aux gens de travailler alors qu'ils sont blessés et on leur donne des antidouleurs qui sont... Je prends du café pour me stimuler. Je veux dire, notre condition comme société, c'est d'utiliser ce type de substance pour notre vie de professionnel, etc. And so, yeah, I just am often like, if you're worried about substance use in your workplace, because I hear that a lot here in Saskatchewan, change the conditions in which people are working and you will impact. Et donc, par exemple, si vous voulez avoir un impact sur la consommation de toutes les substances, on pourrait transformer la façon de travailler. Je vais t'envoyer un T-shirt. C'est génial. Je pose souvent la question à l'envers. Les gens... Moi, je travaillais dans le cercle arctique. C'était 2 semaines de travail, 1 semaine. Non, c'est la fin du monde, c'est la pandémie. Comment est-ce que vous voulez que les gens ne se droguent pas? Sérieusement. Qui n'a pas besoin de se droguer? On est dans la fin du nécrocapitalisme. On est dans un moment terrible. Je veux dire, la planète est en feu, il y a des canicules partout, c'est presque insurvivable. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas utiliser des drogues? C'est ça ma question. Il faut parler de tout ça. Et cette conversation doit avoir lieu à ce niveau-là, à un autre niveau. Alors, il y avait une question sur qu'est-ce qu'on a fait quand Pierre Poilievre a été engagé, a été sélectionné. Mais moi aussi, ça me préoccupe. Je pense que le Canada ne comprend pas les risques de la droite. Les Canadiens s'autodiagnostiquent très mal en termes politiques. Ils croient qu'ils sont beaucoup plus progressistes que ce qu'ils ne sont. Nous devons nous comprendre à nous-mêmes et comprendre que nous sommes le reflet de l'Empire britannique. Et quelqu'un comme Poilievre ou Harper, c'est le retour de la droite et c'est le même résultat. Par exemple, dans le cas de Poilievre et d'un gouvernement type Harper, ça fait des dommages. Selon ce qui se passe dans les élections, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on s'assure de génération en génération d'avoir des gains dans une lutte. Je pense qu'on pourrait avoir une discussion là-dessus.
Par exemple, durant 10 ans, l'ensemble des progrès qu'on avait réussi à faire sur la question de la réduction des risques et des préjudices, ça a été mis sur la glace pendant 10 ans à cause de Harper. Donc, comment est-ce qu'on arrive à construire des mouvements qui reflètent le pouvoir des communautés contre les politiciens au-delà? Et ça inclut les personnes qui utilisent des drogues, mais les alliés, toutes les personnes. Construire des mouvements sociaux qui permettent de protéger les réformes et les services, c'est la seule façon de transformer les choses. Je voulais juste, j'avais ça sur le bout de la langue. Merci. Tout à fait réel. La question de la construction de mouvements, par exemple, il y a de nombreuses personnes qui sont criminalisées par les mêmes lois. Donc, construire des mouvements qui sont capables de faire face à cette criminalisation, c'est important aussi. Pour en revenir à l'autre question, je ne sais pas si Barb voulait ajouter quelque chose, sinon il y avait une autre question. Non, c'est une question de stratégie politique, ce que disait Garth. Si nous sommes des champions des droits et des libertés, eh bien, je devrais avoir le choix de décider ce qui rentre dans mon corps. Ce n'est pas aux politiciens de décider comment je vais gérer la question de la consommation de substances. De nombreuses personnes conservatives du secteur, de nombreux conservateurs, pardon, luttent pour la reconnaissance des droits des libertés individuelles. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on ne pourrait pas donc lutter pour les droits individuels à la consommation. Tout à fait. Donc, il y a encore d'autres questions. Shade disait oui, on devrait faire un autre panel sur ce sujet-là. J'essaie de décider une autre question, donc sur la question de la propagande. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à un processus l'idée par la police pour transformer les processus? Non, ça n'est pas possible. Ça serait comme dire si on pouvait garder les poules en employant des renards pour le faire. Je veux dire, en tout cas, je pourrais faire la même analogie avec les moutons et les loups. Mais je veux dire, la police sont ceux qui nous oppriment. Tout le monde connaît un bon policier, un policier qui est raisonnable. Et je suis d'accord avec ça. On parle de système, on parle d'institutions qui font une guerre à la drogue. Maybe go golf and figure out if he's a nice cop or if he's not. You never get that, right? You know the Je veux dire, il y a une institution derrière les personnes. Donc, vous pouvez avoir une bonne conversation avec une personne, mais il y a un conflit d'intérêts. La criminalisation permet à la police d'avoir du budget. Si la police s'il n'y avait pas ces politiques, les polices n'auraient pas de tel budget. Donc, on ne peut pas oublier ce genre de choses. Vous vous rappelez, je dirais, on ne va pas créer une police différente. Donc, ma réponse est simple, ma réponse est non. Je voudrais juste ajouter sur ce sujet-là qu'un des défis sur ce sujet-là, il faut réussir à ce que la police comprenne qu'ils ne sont pas les acteurs pour leader ces réformes et que c'est les consommateurs, les usagers et les usagères de drogue qui peuvent faire cette discussion. Et peu importe que nous soyons des académiques, que nous soyons des policiers, des politiciens, nous devons savoir que nous ne sommes pas les personnes principales qui sont concernées. Donc moi, j'appuie ces dialogues. Je trouve des faits saillants qui permettent d'avancer dans la conversation. Mais ce n'est pas à la police de prendre le leadership.
within police services right now. So part of the approach in Saskatchewan is sort of sharing with them. Decrim is one Donc, part of this conversation. It's not puisque c'est ce que je vous disais, ce qu'on fait avec en Saskatchewan, on discute de la décriminalisation, mais la décriminalisation n'est pas le seul élément. Il y a plein d'autres choses à travailler. Il faut réussir à rendre le plus facile pour eux de faire ces changements. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons, c'est donner des arguments, donner des éléments qui permettent à ces transformations d'avoir lieu. Ici, c'est les termes qu'on utilise. C'est que la façon de protéger la communauté, en fait, c'est de transformer ce type de politique beaucoup plus que de les réprimer. Et en gros, ce qu'on dit à la police, nous, c'est vous faites plein de choses qui sont complètement inefficaces, alors qu'il y a ces autres politiques qui pourraient être utiles. Et donc, on utilise aussi le système judiciaire pour pouvoir faire avancer la conversation là-dessus. Et donc, on essaye de convaincre les personnes qui sont plutôt favorables du fait que ce ne sont pas les personnes appropriées pour avoir le leadership sur ce genre de conversation. Et ça a réussi dans plusieurs cas à obtenir que certains acteurs comprennent que ce n'était pas eux qui étaient en droit d'avoir le leadership sur ce sujet, puisque c'est les personnes qui sont usagères qui doivent avoir le leadership. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Garth et Barb ont dit. Non, alors la réponse est non, effectivement. Je pense qu'un des défis, c'est celui-là, c'est quelle est la place que prend la GRC, par exemple, et la police en général, à la table des conversations et des discussions sur le sujet. Et dans les médias également. C'est pour ça que c'est une question fondamentale pour les journalistes. Quelle place on donne à la police dans cette conversation sur ces sujets-là? Parce que nous participons à ces conversations, la GRC aussi. Et je pense que pour l'instant, ils ne sont pas prêts à s'absenter de ces conversations. Ils considèrent qu'ils ont de l'expertise depuis leur perspective de maintien de l'ordre. Alors qu'effectivement, comme le disait Barb, le leadership réel devrait être remis entre les mains des personnes usagères. Et les policiers sont finalement les personnes qui criminalisent et sont les personnes qui se bénéficient de ces politiques. Et ce ne sont pas les personnes qui travaillent sur des alternatives. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une prédominance des voix qui sont attribuées aux acteurs qui viennent de l'institution policière dans ces discussions sur la réduction des préjudices? Et c'est généralement leur voix qui est la plus prépondérante et qu'on entend le plus et à laquelle le plus d'attention est donnée dans cette discussion. Et souvent, je lis et je dis, mais ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que veut la police quand c'est eux qui criminalisent. Donc, ma question, c'est dans de nombreux cas, je ne pense pas que la police ait besoin d'être à la table des conversations pour trouver des solutions, pour rendre ma communauté plus sécuritaire. Et je pense que c'est déterminant sur comment va avoir lieu la conversation, s'ils sont présents ou non. Merci beaucoup. Il y a une autre question ici. Donc, en revenant un petit peu sur cette question de l'approvisionnement, puisque nous parlons d'un approvisionnement plus sécuritaire, est-ce qu'on peut parler un peu du mythe du détournement d'attention, de la distraction? Juste une petite réponse depuis la Saskatchewan. Dans ce processus de plaidoyer,
on a discuté de ça. Et une des grandes objections, quand on parlait, c'était comme, on parce qu'on parlait de la distribution, par exemple, de seringues. Et la grosse discussion, c'était «Ah, mais s'ils l'utilisent pour de la drogue», on disait oui, c'est un peu ça l'idée. Et donc, on a pu entamer une conversation sur la question d'usage sécuritaire. C'est ma position, c'est que ce qu'on veut, c'est les façons. D'habitude, on parle du détournement d'attention comme un grand problème, mais je pense que ça ne l'est pas. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Dans la presse, ça a été un sujet central. Tout ce mythe de détourner l'attention, de la distraction. You're not reaching the right people with your Safe Supply program. Why is that person that the supply program's not being, that this supply is being diverted to, not accessing Safe Supply from you? You got to look at your Donc, par exemple, un des problèmes, c'était la question de la barrière à l'accès, c'est-à-dire si on a un programme d'approvisionnement sécuritaire, mais qu'il n'est pas accessible aux personnes qui en ont besoin, eh bien, ça ne marche pas. Donc, on devrait se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que votre programme n'offre pas des services aux personnes qui en ont en fait vraiment besoin? Donc, c'est ça le problème, en fait. Donc, la diversion est ici une opportunité. C'est un très bon indicateur que d'autres besoins doivent être atteints. J'ai souffert toute ma vie de la diversion. Avoir évité d'utiliser des drogues inconnues ou beaucoup plus dommageables parce que il y a des histoires de fantômes et je crois que la presse a tombé dans ce mensonge. Je crois que je suis d'accord. Je crois que les histoires dont parlent les médecins sur les impacts, mais il ne semble qu'ils ne font pas référence aux mêmes standards, mais à chaque fois qu'il y a des solutions, il faut être étudié pendant des décennies avec plusieurs documents, mais qu'il y a des discussions entre médecins et politiciens. Ils ne citent pas des sources sur les cas de diversion. Je crois qu'ils sont dans un mode panique par rapport aux drogues. Dans les États-Unis, il y a l'Halloween qui s'en vient et on sait que les cartels de drogue utilisent des drogues et des produits de toutes les couleurs, mais c'est un grand mensonge. C'est incroyable. Quand on parle de journalisme solide, ne parlez pas de ça. Alors, donner des drogues de toutes les couleurs pour les enfants, non, non, non. Les journalistes, par exemple, lorsqu'ils parlent d'overdose, je crois que la question de la diversion, il faut être attentif à cela. Il faut réaliser aussi qu'il y a eu plusieurs recherches. Pourquoi c'est une bonne chose? Quels sont les bénéfices? Pourquoi les personnes sont capables de mieux vivre dans un monde troublé grâce à cela, mais parce qu'il y a des études qui révèlent les méfaits. Donc, je crois que c'est l'histoire de fantômes derrière la diversion. Je crois que ça touche aussi toutes les perspectives par rapport aux prescriptions. Oui, je crois que c'est la même chose qu'on observe ici en Ontario. Nous arrivons tranquillement vers la fin de notre webinaire. J'inviterai peut-être à partager les résultats du questionnaire qui a circulé plus tôt. Oui, bien sûr. C'est parfois créer de la confusion.
20 personnes sont d'Alberta, 22 viennent de Colombie-Britannique et les 50 personnes qui ont participé, qui étaient sur la conférence ont répondu à un sondage 2 de Nouveau-Brunswick. Et il y a Bronte qui vient du Yukon ici. Québec, 5 Il y a 4 des personnes qui sont ici espéraient que Bronte et Gard passent moins vite pour qu'on puisse bien comprendre leurs propos. 16 semblent être bilingues. Je ne suis pas sûr que c'est un bon chiffre. La population présente, 20 des participants ici utilisent des Grecs, donc tous et toutes sommes des expertes sur les enjeux. Mes textos ont été inondés pendant toute la conférence, donc ça reflète bien le niveau de participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Shay. Peut-être je vais revenir aux questions. Je crois que toutes les questions qui ont été posées, qui ont été écrites dans le Q&A, QR ont été répondues. Peut-être j'inviterai les panélistes qui voudraient peut-être partager des dernières réflexions sur des points qui n'auraient pas été abordés jusqu'ici. Vraiment rapidement, merci beaucoup. Dans le monde universitaire, nous préparons plusieurs études avec des révisions des pairs. Merci beaucoup de participer à cela. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cet environnement, partager des réflexions, des idées, des suggestions. Et j'invite à nouveau à chacune de me contacter si vous voulez faire un suivi et partager ce qui est en cours dans votre propre milieu. On travaille tous ensemble, on s'épaule pour provoquer du changement en matière de décriminalisation des drogues. Merci beaucoup à nouveau de cette opportunité pour partager mes faits saillants. Merci beaucoup, Shay. Et sans aucun doute, je serais très enthousiaste de te rencontrer en Ottawa en 2023 lors d'une conférence. Merci aux autres panélistes. Merci pour les participants de vos questions. Merci aussi à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me contacter et à dialoguer avec moi dans l'avenir. Je suis très enthousiaste de l'événement Stimulus qu'on organisera l'année prochaine. Vous êtes bien sûr très bienvenus à venir nous visiter ici au Yukon. C'était un fantastique dialogue, conversation aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de toutes et tous aujourd'hui. Et merci aussi aux membres de l'équipe qui ont organisé la rencontre. Donc, merci à toutes et tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous apprécions comment le niveau d'implication des uns et de toutes. Comme l'a bien dit à la fin de cette rencontre, vous serez invité à remplir un questionnaire pour avoir une rétroalimentation c'est très apprécié, vos suggestions, feedback, rétroalimentation. Merci à nouveau à tous les panélistes je vais redonner le leadership à Shay ainsi qu'à l'équipe de soutien pour l'organisation de cet événement. Nous avons toujours quelques minutes de plus devant nous. Je vais prendre un moment de votre temps pour vous dire que la Conférence nationale sur les politiques des drogues et réduction des risques, ce sera en octobre, donc dans quelques semaines à peine. Ça se tiendra à Ottawa. Nous avons une série d'événements, certains qui auront lieu dans le cadre de la conférence, mais il y a plusieurs organisations et des communautés qui ont mis sur pied des événements et des rencontres satellites. Et déjà, Must Stop the Harm a déjà engagé pour tenir une réunion le vendredi soir. Armir et Nadja, peut-être réinviter Nadja
dans la réunion. Elle a fait un travail exceptionnel pour faire le suivi des questions et traduire immédiatement toutes les questions envers le français dans la boîte de clavardage. Alors, je voudrais la remercier. Il a fallu l'envoyer dans l'autre salle et on l'inviterait à se joindre à nouveau à nous. Et j'aimerais aussi remercier Blandine et Pierre-Yves pour avoir fait le travail d'interprétation simultanée aujourd'hui. Barb, certains disaient Barb. On faisait des signes à Barb pour qu'elle parle plus lentement. Ça a été fantastique, leur travail. Toutefois, et merci à Nadja d'être avec nous depuis le Portugal en vacances, mais d'avoir s'être rejoint avec nous aujourd'hui. Et alors, ça a été un soutien fantastique de sa part. Alors voilà, nous merci, bienvenue à toute l'équipe et d'avoir géré le chat aussi, Monsieur Holtman, qui a aussi soutenu tout le processus, la rapidité de Alex. Merci d'avoir aussi été de votre patience parce qu'on bougeait les questions d'une section à l'autre. Et un jour, nous aurons une connexion parfaite, une bonne façon de faire. Donc, merci à toutes et toutes pour tout le travail. Je crois que c'était Barb, c'est une belle esthétique. L'endroit où tu nous as appelés, ça fonctionne. L'agencement des couleurs avec le fond et ton T-shirt. Merci, Blanté. Merci à Garth et à Barb d'avoir pris la parole. C'est fantastique. Barb, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines à Saskatoon. Et merci aussi de sacrer de temps en temps quand on blasphème quand c'est important. Alors, merci. Alors, je redonne la parole à Jen qui va conclure avec des mots de conclusion. Merci à toutes et tous. C'était un panel fantastique. J'aimerais prendre un moment pour réfléchir pour qui nous bataillons, pour qui nous travaillons. Et pour les médias, pour ceux qui ont l'expérience de la criminalisation dans leur travail au quotidien, à chacun d'entre nous et aux milliers de personnes dont nous essayons de défendre les droits, souvent sont des collègues, de la famille, des collègues. Et ce sont des grands défis qui les relèvent à tous les jours. J'aimerais prendre un moment de silence tous ensemble pour tous ces guerriers et guerrières de la lutte pour la décriminalisation des drogues. Alors, merci à toutes et tous et continuez à avoir la foi dans votre travail. Merci, Jen. Alors, je vais cesser l'enregistrement et j'inviterai peut-être